Bien le bonjour, on se retrouve, ou bonsoir si vous regardez cette vidéo le soir, peu importe. On se retrouve enfin pour cette toute nouvelle vidéo, ou devrais-je dire la dernière vidéo de cette fin d'année, puisqu'il y a eu vraiment beaucoup d'écart entre ma dernière vidéo que j'ai sortie il y a 5 mois, oui, 5 mois d'hibernation de la chaîne, ça fait beaucoup. Et comme d'habitude, en ces 5 mois, il s'est passé énormément de choses, dans ma vie surtout. Tout ça pour vous dire que ça y est, enfin, je suis à l'université. C'est pour cela que ça engendré beaucoup de temps consacré à ma vie d'adulte. Le passage à adulte à l'adolescence, c'est vraiment une période importante de la vie. J'ai dû m'abstiner, j'ai dû laisser de côté la chaîne YouTube pour que je puisse me préparer psychologiquement. Mais j'espère que je réussirai à alimenter les deux à la fois les études et à la fois la chaîne YouTube. Au contraire, je suis aussi disponible sur les autres réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram. Donc, si je ne suis pas présent sur YouTube, les autres réseaux sociaux sont là. Les liens sont également dans la description, bien évidemment. Et comme chaque année, on se retrouve avec un bilan sur les meilleurs films, les films qui ont marqué l'année. Selon moi, pour moi, mon film préféré, ça ne veut pas forcément dire que c'est la même chose pour tout le monde. Je rappelle également que ce classement est subjectif. Ce n'est pas parce que tel film, pour moi, a marqué l'année 2021, à mes yeux, que c'est forcément le meilleur film de l'année. 2021, on a quand même été gâtés. On a eu également des bons films, tout comme des mauvais films. On a plutôt eu des films qui sont sortis vers novembre, décembre 2020, octobre si je me trompe parce qu'il y a eu le confinement après. Et depuis, je peux que vous dire que cette année 2021 a quand même été plutôt bonne contrairement à 2020 au cinéma. On voit clairement que les gens retournent en salle. Je vais donc vous présenter ma liste des 10 films qui, pour moi, ont bercé mon cœur de 2021. Et comme je l'ai dit encore, c'est un classement subjectif, tout le monde a le droit à son avis. Et si vous avez aussi envie de donner votre liste, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si par malheur, votre film préféré ou vos films préférés de cette année ne se retrouvent pas dans la liste, bah, comme je l'ai dit, il y a les commentaires qui sont faits pour ça. Je finirai aussi ce classement par des mentions honorables. Des films que j'ai également appréciés, mais qui étaient beaucoup trop faciles pour que je puisse les mettre dans mon classement. Ça ne concerne que les films que j'ai vus, évidemment, donc je n'ai pas vraiment vu tous les films en 2021. À l'échelle mondiale, c'est clairement impossible de voir tous les films de chaque pays, donc faut faire la part des choses quand même. Ce top 10 de l'année 2021, eh bien c'est parti. En 10e position, je mets Sans un bruit 2, qui pour moi mérite largement sa place dans les meilleurs films de cette année. Le film fait partie de ceux qui ont été repoussés à beaucoup de reprises. Je sais pas si c'est issu d'une adaptation, mais ils ont prévu d'aller jusqu'à beaucoup de suites, même des spin-offs qui sont déjà en préparation. Ce deuxième film m'a plutôt convaincu. Pour moi, ce film a fait mieux que le premier. Ils ont réussi à se surpasser, ils ont vraiment réussi à se réinventer dans quelques scènes. Cette suite démarre juste après les événements du premier film. Ça garde la même ambiance, il n'y a rien qui bouge. Oui, comme toujours, il y a quelques erreurs scénaristiques, mais ça n'enlève pas la qualité du film. Les acteurs également, Cillian Murphy, excellent dans son rôle. Emily Blunt, pareil, qui même eux deux seront bientôt à l'affiche du prochain film de Christopher Nolan. De les voir tous les deux dans ce prochain film qui s'annonce vraiment grandiose au vu du casting, et ça s'annonce vraiment gigantesque. Sans un bruit 2 mérite donc largement sa place dans l'un des meilleurs films de cette année. En 9e place, je mets sans surprise Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui est pour moi dans mon top 5 des meilleurs films du MCU à mon égard. Ce film, je l'attendais plus que Spider-Man No Way Home. Oui, c'est pas une blague, ce film, je l'attendais vraiment, j'avais vraiment beaucoup plus de hype sur Shang-Chi. Et il y avait vraiment un potentiel de fou. On ressort directement 2 mois après la sortie de Black Widow. J'ai été déçu, vraiment brièvement déçu de Black Widow. Seulement 2 mois après, je ressors vraiment époustouflé. Honnêtement, ce film détient vraiment les meilleures chorégraphies, voire même les meilleures scènes de combat du MCU. Et c'était vraiment sur là que j'insistais
à propos de ce film. Ils ont vraiment bien soigné les scènes de combat, ils n'ont pas fait des cuts comme à chaque scène d'action dans les films du MCU. Je trouve qu'ils ont vraiment respecté la tradition chinoise. Ce film s'est vraiment inspiré des anciens films d'arts martiaux. Oui, ça se sent, j'ai pas seulement vu que Rush Hour 1, 2, 3. Ce personnage aura vraiment de l'ampleur dans l'univers Marvel et l'avenir, les nouveaux productions qui vont arriver, les prochaines séries, les prochains films. Autant dire que Marvel n'a pas fini de nous surprendre au cinéma et c'est très loin d'être terminé. Pour moi, tant mieux, puisque vu que j'en suis fan de cet univers, le film est très bien chorégraphié, ils ont bien soigné le truc. Comme je l'ai dit, c'est ce que je craignais le plus, les scènes d'action, comment qu'ils allaient être construits. Là, je me suis pas inquiété dessus, j'ai été servi. La première partie du film était vraiment beaucoup plus humain. La mise en scène est quand même bien gérée. Après, je ne suis pas un expert en cinéma pour dire ce qui va pas. Même si à la fin, ça s'américanise un tout petit peu, puisque c'est dans le devoir de Marvel Studios et Disney, avec leur grand marché chinois, qui ont contribué à produire ce film. Pour moi, Shang-Chi, c'est une réussite totale et j'espère que dans les années à venir, on aura vraiment de quoi être servi au feu de la surprise. Sa place dans le classement est amplement méritée. Un film français dans mon top 10, c'est du jamais vu. Plus sérieusement, Suprême pour moi, c'est l'une des perles rares français de ces 10 dernières années. Comme vous et moi, vous le savez, je ne suis pas vraiment attiré par le monde du rap, qu'il soit français ou américain, mais j'ai quand même pu trouver ma place dans ce film. Je me suis quand même identifié à certains aspects du film. Le film avait vraiment tout pour se planter. Si on insiste bien sur les clichés de rap de cité, le surjeu surtout de certains acteurs, et j'ai pu remarquer dans la série Validé, c'est une série qui est plutôt centrée sur le règlement de compte, sur le business, sur des affaires d'argent, et dans ce film c'est pas du tout le cas. Ils se sont réellement concentrés sur l'aspect musical. Rien que les décors du film est tellement impressionnant, tellement qu'on a l'impression de se croire dans un film américain des années 90, années 2000, tout en francisant tout le reste. Je ne peux malheureusement pas vous dire si ce film est un biopic fidèle au groupe NTM. Je peux donc pas vous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. À ce niveau-là, je n'ai quasiment rien à reprocher à ce film. Pour moi, tout est parfait. Et pour un film de cette envergure, c'est dommage que le résultat au box-office n'a pas été au rendez-vous. Assez dommage que ça n'a pas eu le succès qu'il méritait. Et au contraire, ce film a tout à gagner dans ma place de top 10. Don't worry, there's lots more bad things coming. Perhaps. Je n'attendais rien, mais absolument rien de ce film, mais finalement j'ai été plutôt surpris par la qualité artistique de ce film. Comme vous le savez, c'est un peu la norme, voire même c'est la norme complètement chez Disney, de reprendre ses anciens classiques et de les réadapter. C'est très loin de se terminer, c'est que le début. Et ce dernier film, Cruella, a réussi à se transformer en un film un peu plus personnel. Emma Stone colle parfaitement au rôle de cette antagoniste jeune, dirais-je. Certes, ça ne vaut pas l'ancienne version des films des années 90, mais c'est quand même à quelques années-lumière de ce que Disney essaye chaque année de nous sortir depuis ces 10 dernières années. Et s'ils peuvent continuer comme ça, c'est tant mieux pour le studio. Au niveau des costumes, ça se voit, ça se sent qu'il y a vraiment eu du budget. La mode qui est quand même l'élément central de ce film et l'ambiance des années 70 va clairement bien avec le film. En termes de réalisation, ça fait du boulot. Le fait qu'on insiste dans les mouvements de caméra qui prend vraiment le temps de caricaturer les personnages présents. Certes, ce n'est pas une très grosse prise de risque. Si il continue de nous sortir des films de cette envergure, on ne peut qu'aller mieux. Et si suite il y a, apparemment, d'après le succès au box-office et connaissant Disney, ça ne devrait pas m'étonner, je suis preneur. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Oui, encore un film français dans le classement. Les surprises ne s'arrêtent plus. Je sais que le film est sorti en 2020, mais j'ai également eu la chance d'aller voir ce film pour la première fois lors de la réouverture des cinémas le 19 mai. Le film a eu vraiment beaucoup de succès au box-office français. Il a explosé en termes de nombre d'entrées. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est encore une des perles rares de ces 10 dernières années dans le cinéma français. Les comédiens tels que Albert Duponel et Virginie Efira sont tous les deux excellents.
Il y a vraiment de tout dans ce film, comédie, tristesse, drame, c'est un mélange de genres particuliers et visuellement le film envoie du lourd, surtout dans les scènes de nuit. Il y a vraiment un travail de couleur qui s'orchestre dans l'engouement et le cheminement du film. Si le cinéma français actuellement pouvait ressembler à ce film, on serait tous au paradis. La romance va prendre de l'ampleur aussi dans le film. Le deuil va aussi jouer un rôle très capital. Tout le film est une poésie et rien que pour ça, il mérite sa place. Voilà encore une des grosses surprises de cette année. Je ne pouvais pas passer à côté de ce film-là. J'avais quand même une grande frayeur pour ce gros projet, notamment la façon où l'histoire sera racontée. Mais finalement, j'ai été plutôt soulagé parce que d'un point de vue artistique et d'un point de vue visuel, ça en fait vraiment un des meilleures créations du MCU afin de nous proposer un truc beaucoup plus nouveau puisque nous entrons dans la phase 4. Et l'un des points forts du film, c'est vraiment l'importance. On insiste vraiment sur les cadrages, notamment dans un plan intérieur avec un rayon du soleil qui éblouit la caméra. Quelques scènes de combat réalistes avec les monstres surtout. Et ça en fait de quelque chose d'extrêmement beau. On voit vraiment qu'à travers les scènes, ça fait beaucoup moins de fond vert et ça rend les images beaucoup plus crédibles. D'ailleurs, pendant le tournage, ils n'ont pas utilisé beaucoup de fond vert. Ça change au moins par rapport à tout ce que le MCU nous a proposé dans le passé. J'ai eu également la chance d'aller voir ce film en avant-première au Grand Rex sur Paris. Oui, j'ai rencontré Chloé Zhao. Qu'il en soit, j'ai hâte vraiment de voir leur évolution dans le MCU. La fin du film donne vraiment de l'importance au sein de l'univers. Ça nous envoie à quelque chose d'encore plus grand, encore plus énorme. Le futur du MCU est déjà plein. Les futurs films qui se préparent, les futures séries qui sont en préparation. La fin de The Eternal nous envoie déjà à quelque chose de plus énorme encore. Et rien que pour ça, j'ai hâte de suivre le MCU et son futur. Last Night in Soho, nouveau bijou de Edgar Wright. Il revient 4 ans après le chef-d'œuvre qu'est Baby Driver. Oui, c'est un chef-d'œuvre, je n'ai pas peur de le dire. Ce réalisateur qui arrive à gérer le domaine de la comédie british, il va se lancer dans un genre horrifique qu'il n'a jamais encore fait auparavant. Et pas que horrifique dans sa splendeur, il va notamment jouer avec ce film un côté narcissique, sans parler du fait que la musique a aussi un rôle très important dans le déchaînement des scènes. Ça en fait vraiment une des très grosses qualités de ce film. Edgar Wright avec ce film va nous proposer un côté sombre d'un Alice au pays de merveilles. Il n'hésitera pas aussi à jouer avec cet aspect de trompe-l'œil, ce jeu de miroir. On y voit donc là un concept très original. Ma foi, quelques petites déceptions pour la fin du film qui vraiment enlève toute la magie que le film a construit tout au long. Mais ça n'en fait pas une baisse de qualité non plus. Et musicalement, le film envoie du lourd. Quand il s'agit de toucher la nostalgie par les mouvements de chaque objet, de personnages qui se déplacent par exemple, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, comme il l'a fait dans le passé avec Baby Driver. Last Night in Soho avait vraiment tout pour que ce film soit au haut level, mais comme je l'ai dit à la fin, ça se détache un tout petit peu de la magie de la construction narrative. Mais ça en reste pas moins de l'un des meilleures créations de sa filmographie. Et rien que pour ça, ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien qu'il figure aussi haut dans mon classement. Drought, famine. Hole in the ozone is so boring. Ça a été un choix de la dernière minute parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a une qualité de fou. Ce film a été écrit avec intelligence, avec sérieux, avec froideur. Netflix nous a vendu une comédie pure. C'est un mélange de genres différents. C'est une comédie à la fois émotionnelle, dramatique. Don't Look Up raconte une histoire de deux scientifiques qui sont persuadés que dans 6 mois, un astéroïde ou une météorite quelconque va frapper la planète Terre. Ils vont faire en sorte que tout le monde entier soit au courant de cette nouvelle. Jusqu'ici, on peut dire que c'est un scénario banal. C'est même bien plus qu'un simple film. C'est une satire totale de notre société actuelle, la société actuelle dans laquelle nous vivons. Et ça fait vraiment écho à tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Sans parler du casting évidemment monstrueux, avec l'étoile que vous voulez, DiCaprio,
Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Meryl Streep, Chris Evans, Jonah Hill, Kate Blanchett, Mark Rylance, de même que certaines salles de cinéma dans le monde diffusent le film. En Belgique, il a eu droit à sa diffusion au cinéma. J'insiste là-dessus parce que vraiment c'est un film du cinéma, c'est vraiment le film à découvrir au cinéma. C'est vraiment dommage de ne pas avoir ce genre de production sur grand écran. Quoi qu'il en soit, ce film est un mélange de poésie, de comédie pure, tellement difficile à décrire le genre de ce film, tellement il est écrit avec intelligence, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir. C'est l'une des meilleures productions de Netflix. C'est véritablement une leçon de vie qu'on a dans ce film, et rien qu'avec le slogan du film, inspiré de faits potentiellement réels, et quand on regarde notre réalité, on ne peut que se poser des questions. Don't Look Up est vraiment une grosse surprise de 2021 et c'est vraiment de loin l'un des meilleurs films de cette année. En n'étant pas un grand adepte de la comédie musicale, en n'ayant pas vu les films originaux, West Side Story a conquis mon esprit de cette année. Spielberg revient donc 3 ans après Ready Player One, dans la même lignée que Last Night in Soho. Musicalement, le film va vraiment insister sur les aspects émotionnels et des confrontations entre des communautés différentes avec une poésie harmonieuse. Le film n'est pas seulement qu'un simple comédie musicale avec de la musique, c'est réellement des vraies confrontations intellectuelles entre chaque personnage. Spielberg va même reprendre quelques acteurs vus dans le film original pour en faire un aspect beaucoup plus nouveau dans le nouveau film. West Side Story est plus qu'une comédie musicale, c'est une romance entre deux personnages issus d'une communauté différente qui sont les éléments annonciateurs des conflits à venir, et jusque-là, Spielberg signe encore un nouveau chef-d'œuvre, même s'il est encore trop tôt pour le dire. D'ailleurs, il travaille sur un prochain film qui sortira d'ici la fin de l'année 2022. Que vous soyez adepte de comédie musicale ou non, ça vaut le coup d'aller le voir par sa poésie visuelle. Oui, le Messie de 2021, le Sauveur de 2021, un projet gardé dans les boîtes depuis très longtemps, qui n'avait pas le droit de se louper. Denis Villeneuve a renouvelé la SF à son image, à sa façon, et quand on regarde le visuel, les plans de ce film, ce n'est clairement plus un film de science-fiction, c'est un voyage à travers le film. Dune a redéfini une partie de moi-même. Visuellement, c'est un 10 sur 10. Je ne vois vraiment aucun défaut, excepté la fin qui nous mène à une fin plus ouverte à une suite plutôt qu'à un film unique. Tout le film sera vraiment en atmosphère d'un film d'auteur. Dune, pour moi, a façonné la science-fiction de ces 10 dernières années. Au niveau des costumes, ça fait aussi du boulot. Il y a vraiment eu du budget sur quasiment tous les plans. Parmi tous les films que j'ai vus au cinéma, je n'ai jamais ressenti une telle grandeur, une telle puissance visuelle, une puissance sonore aussi. Tu as des sons dans le film où tu as l'impression que ce n'est pas un humain qui a fait ce son. Tu as l'impression que c'est un son qui vient d'un autre univers. Et c'est grandiose. C'est vraiment époustouflant. Et il y a un nombre incalculable de plans intéressants et éblouissants, surtout les plans dans le désert. Chaque personnage de ce film ont leur temps à eux. Pour un film de 2h45, il fallait oser. Je n'ai même pas vu le temps passer, tellement que j'en voulais encore plus. Tout comme un public lambda, je découvre cet univers. Je sais qu'il y avait des livres, il y avait une version de David Lynch sortie dans les années 80, puis une série qui est sortie dans les années 30 ou 40. Je ne connais absolument rien de l'univers, je découvre l'univers grâce à ce film, et ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. Pour conclure le tout y est, il y a tout, scénario, jeu d'acteur, bande sonore. Je n'ai quasiment rien à reprocher à ce film, c'est quasiment un film parfait, et rien que pour ça, ça mérite la première place. C'est ainsi donc que cette vidéo s'achève, cette dernière vidéo de 2021. J'espère que vous avez passé un bon moment.
En tout cas, je vous souhaite une très bonne résolution de l'année 2022, je vous souhaite une très belle année 2022, et si vous avez passé de joyeuses fêtes, si vous avez passé de beaux moments, malgré la situation en ce moment, apparemment c'est en train de reprendre, mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, sinon, pour cette nouvelle année qui s'annonce, je vous souhaite du meilleur pour tous. J'espère que cette année pourra se dérouler sur de bonnes bases, même si bien sûr, on ne sait pas ce qui peut arriver, parce qu'en 2020, quand le Covid est arrivé, personne ne l'avait vu venir. Je peux aussi dire la même chose pour les autres années, on ne sait pas à quoi s'attendre. La vie, elle est courte, donc s'il y a des trucs que vous vouliez faire, faites-le. La vie est courte, je dis pas que vous allez bouillir demain non plus, mais on ne sait pas quand ça va s'arrêter, alors autant profiter de la vie maintenant. Mais quelque chose me dit que ce sera quand même une très grande année. Les grosses productions qui sont attendues cette année-là, notamment Avatar 2, Doctor Strange 2 et plein d'autres. Je pourrais même faire une vidéo sur les films les plus attendus de cette année même, si j'ai le pouvoir et si j'ai la motivation évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, à l'année prochaine, jeu de mots. C'était donc votre Maxi Kev et à très vite pour de tout nouvelles vidéos.